Bonjour et bienvenue au cours 4. Aujourd'hui, nous allons parler des méthodes de mesure quantitative. Juste pour donner un bref aperçu de ce qui vous attend, alors on va parler des niveaux de mesure, les principaux types d'échelles. On va parler d'autres techniques de mesure. On va aussi, dans une autre partie, dans une autre vidéo, on va parler de la fidélité, de la validité. Donc, les niveaux de mesure. Alors, c'est quoi une mesure? Premièrement, je pense qu'il faudrait définir c'est quoi une mesure. Alors, une mesure, c'est une technique par laquelle des valeurs sont assignées à des objets, à des événements ou à des observations. Bon. Alors, la première chose qu'il faut faire, c'est il faut établir l'unité de mesure ou l'unité par laquelle on va utiliser cette mesure. Donc, comment est-ce qu'on mesure la douleur? Comment est-ce qu'on mesure l'âge? Comment est-ce qu'on mesure la tristesse? On doit définir les unités qu'on souhaite utiliser pour mesurer notre concept. La grande raison, la raison la plus importante de définir notre unité de mesure, c'est premièrement pour qu'on se clarifie puis qu'on opérationnalise notre conception de la mesure, mais aussi c'est pour réduire toutes les ambiguïtés par rapport que quand moi je parle de la douleur, vous comprenez comment je l'ai définie puis comment je l'ai opérationnalisée. Et puis, deuxièmement, c'est pour uniformiser les observations. Alors, si j'utilise une différente manière de mesurer la douleur de participant en participant, ben là, c'est pas la même mesure. Et puis, c'est pas des observations uniformes. Donc, les niveaux de mesure sont assez importants, très importants. Il y a des différents niveaux de mesure, dépendamment du concept qu'on souhaite opérationnaliser ou qu'on souhaite mesurer. Vous voyez à l'écran qu'on commence avec des mesures nominales ou catégorielles, on passe à des mesures ordinales, à intervalles ou continues, et puis finalement par proportion. La qualité de ces mesures sont différentes. Alors, on commence avec des qualités minimum, avec les mesures nominales et catégorielles, et puis on a le plus de capacité avec les mesures par proportion. Puis on va voir un peu pourquoi et comment ça se passe. Donc, nominal, c'est une mesure qui indique les différences qualitatives et exclusives entre des catégories. C'est-à-dire que ça établit simplement une qualité plutôt qu'une quantité. Alors, c'est une catégorie, c'est-à-dire qu'une catégorie ne possède pas plus ou moins de propriétés qu'une autre. Alors, quand on dit qualité, on parle de bleu ou rouge. Ces personnes font partie de l'équipe rouge ou de l'équipe bleue. Une bonne mesure nominale établit des catégories qui sont mutuellement exclusives, c'est-à-dire qu'une observation ne peut pas appartenir à deux catégories. Alors, si vous émettez un comportement, par exemple, et puis je souhaite catégoriser ce comportement selon soit agressif ou prosocial, chaque comportement peut seulement appartenir à soit la catégorie agressive ou à la catégorie prosociale. Donc, ça, c'est une bonne mesure nominale. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'on souhaite que notre mesure nominale soit exhaustive, c'est-à-dire qu'elle représente l'étendue des observations potentielles ou voulues. Alors, si encore là, je souhaite catégoriser vos comportements selon des catégories prédéfinies, il faudrait que je dresse une liste assez exhaustive des types de comportements que je risque de voir et puis des types de comportements que je voudrais catégoriser. Par exemple, des exemples de mesures nominales, on a les pays. Alors, les pays sont mutuellement exclusifs. Ils ont toutes des frontières. Le type de travail, alors soit que vous êtes professeur, soit que vous travaillez en restauration, soit que vous êtes chauffeur d'autobus. Normalement, votre type de travail est seulement un type de travail. Vous pouvez avoir deux jobs, mais ça, c'est différent. Parce que là, on aurait des représentations multiples. Ou votre opinion politique, par exemple, est un autre type de mesure nominale où on qualifie votre opinion. C'est-à-dire que vous avez peut-être une opinion plutôt libérale, plutôt socialement conservatrice, plutôt fiscalement conservatrice. Alors, c'est un peu des exemples de mesures nominales. Alors, ce qu'on ne peut pas faire avec les mesures nominales, c'est qu'on ne peut pas dire que
c'est très difficile d'utiliser le plus ou moins ou la comparaison entre les deux catégories. Alors, par exemple, si j'ai fait la mesure de vos opinions politiques, je ne peux pas dire que les opinions libérales sont plus des opinions politiques que les opinions conservatrices. C'est deux types d'opinions. On ne peut pas dire qu'une opinion est plus une opinion qu'une autre opinion. Alors, c'est un peu comme, tu sais, le groupe rouge, c'est le groupe rouge. Le groupe bleu, c'est le groupe bleu. Puis ça finit là. Alors, on ne peut pas dire que... c'est limité comme comparaison qu'on peut faire lorsqu'on utilise des mesures nominales. Deuxième type de mesure ou niveau de mesure, c'est la mesure ordinale. Alors, c'est une mesure qui indique les différences qualitatives et exclusives entre les catégories qui peuvent être placées selon un ordre de façon à représenter une augmentation ou une diminution. Alors, ici, on rajoute aux catégories ordinales ou nominales, puis on rajoute un certain ordre. Alors, encore là, les catégories sont exhaustives et mutuellement exclusives. Alors, des caractéristiques qu'on a déjà vues dans la mesure nominale. Mais ici, on va placer les différentes catégories selon un certain ordre logique ou un certain ordre qu'on a prédéfini, soit en un ordre augmentation ou un ordre de diminution. Alors, par exemple, disons que je souhaite évaluer votre niveau d'habileté. Alors, je peux évaluer les habiletés faibles, moyennes et exceptionnelles. Alors, vous voyez comment est-ce que chaque personne appartient à un groupe, soit faible, moyenne ou exceptionnelle. Alors, ça, c'est mutuellement exclusive. Alors, on ne peut pas appartenir à plus d'un groupe ou plus d'une catégorie. Et deuxièmement, on les a placés selon un ordre d'augmentation de niveau d'habileté. L'autre option, ce serait par exemple l'opinion envers l'avortement, soit défavorable, neutre ou ambivalent, et puis favorable. Alors, vous voyez, toute mesure qui évalue ou toute échelle qui évalue le degré de favorabilité envers une opinion, c'est essentiellement une mesure ordinale. On peut ici dire que la catégorie 1 ou la catégorie 1 est plus que la catégorie 2. Alors, c'est-à-dire qu'on peut simplement dire que les personnes qui ont une habileté moyenne ont plus d'habileté que ceux qui ont une habileté faible. On peut aussi dire que les personnes qui ont une habileté exceptionnelle sont plus que les habiletés moyennes et faibles. Alors ici, avec l'ajout de cette composante ordinale, on peut commencer à dire ou faire des comparaisons plus ou moins. On ne peut pas cependant qualifier ou décrire l'amplitude de la différence. Alors, on ne peut pas dire que les personnes qui ont des habiletés exceptionnelles sont 4 fois plus habiles que ceux qui ont des habiletés moyennes ou 2 fois plus habiles. On ne peut pas qualifier, on ne peut pas quantifier cette amplitude, l'amplitude des différences. Donc, on peut simplement dire que les très habiles ou les exceptionnels sont plus habiles que les moyens, juste comme les moyens sont plus habiles que les faibles. On ne peut pas qualifier la différence entre ces catégories. Puis ça s'applique à toutes les mesures ordinales ou toutes les catégories qu'on utilise sur notre mesure ordinale ou pour notre mesure ordinale. Par la suite, on a le niveau de mesure intervalle. Alors là, on a toutes les composantes des mesures nominales et catégorielles et ainsi ordinales. Mais là, on rajoute que c'est une mesure qui permet de placer en ordre les individus dans lesquels les unités ont des intervalles égaux. Alors, la différence entre les catégories sont relativement égales ou, si pas, sont égales. Alors, les catégories sont encore mutuellement exclusives. La catégorie reflète une diminution ou une augmentation de la propriété, comme dans l'ordinal. Oui. Et puis, la différence entre les catégories sont égales. Alors, par exemple, si je prends une mesure, littéralement une mesure, la différence entre 10 cm et 15 cm, ce qui est 5 cm, est la même intervalle ou la même différence entre 100 cm puis 105 cm. Alors, vous voyez que la différence entre deux propriétés
est égal, peu importe où on se trouve sur l'échelle des différentes catégories. Cependant, un aspect important dans les mesures intervalles, c'est que le zéro n'est pas absolu. Alors, le zéro ne représente pas l'absence de la mesure. On va voir que c'est très important, ce zéro, ce concept de zéro est très important pour différencier la mesure intervalle du prochain niveau par proportion. Alors ici, le zéro est arbitraire. Alors par exemple, un bon exemple, c'est la température. Le zéro Celsius ne représente pas l'absence de température, c'est simplement le point de gel. Et puis, l'intervalle entre 1 degré et 2 degrés est identique à 1 degré ou moins 1 degré et moins 2 degrés. Alors, en fait, la température est un excellent exemple d'une mesure à intervalle où le zéro ne représente pas l'absence absolue de la mesure. C'est un zéro arbitraire. Et puis, il y a toutes les autres composantes, exclusion ou mutuellement exclusive, et puis c'est ordonnancé soit à l'augmentation, la diminution. Le dernier niveau... le dernier niveau de mesure, c'est la mesure par proportion ou avec proportion. C'est une mesure permettant de placer en ordre des individus dans lesquels les unités ont des intervalles égaux, comme ce qu'on vient de voir, mais le chiffre 0 correspond à l'absence de la propriété mesurée. Alors, comme je viens de mentionner tout auparavant, avant, dans l'intervalle, le 0 est arbitraire. Ici, avec proportion, le 0, alors avoir un score de 0 sur une mesure de proportion représente l'absence de cette mesure. Alors, encore là, les catégories sont mutuellement exclusives, on reflète la diminution, l'augmentation, les différences entre les catégories sont égales, et puis finalement, le zéro est absolu. Par exemple, un poids de 0 veut dire que, j'existe pas, il n'y a pas de poids. Un temps de réaction, alors si j'ai un temps de réaction 0, ça veut dire que je n'ai pas réagi. Si j'ai une taille de 0, c'est parce que je ne suis pas présent, il n'y a rien qui existe. Si j'ai aucun symptôme de dépression, j'ai 0 symptômes de dépression. Ça veut dire que j'ai l'absence de symptômes de dépression. Alors, le grand avantage avec la mesure de proportion, c'est là où on peut commencer à quantifier les qualités entre les intervalles. Alors, juste comme les intervalles, mesure par intervalle et les mesures de proportion, on peut commencer à dire que 20 symptômes de dépression est 2 fois plus que la personne qui a 10 symptômes de dépression. Premièrement, il y a le zéro absolu, puis deuxièmement, les intervalles sont égales. Alors, vous allez voir à travers les recensions écrits, il faut faire très, très, très attention à comment les chercheurs utilisent le 2 fois ou plus, comment ils qualifient les différences entre les différents groupes ou les différentes catégories. Et puis, le niveau de mesure définit ce qu'on peut dire ou comment on peut interpréter cette qualité entre les différentes catégories. Donc, comme j'ai mentionné au tout début, on augmente en capacité de description de nos résultats. Plus on augmente, plus on monte, plus on va vers une mesure avec proportion. La majorité de la psychologie se situe entre des mesures ordinales et intervalles. Il y en a plusieurs avec proportion, mais la majorité, comme on va voir dans les exemples, le type de mesure, se situe entre l'ordinal et puis l'intervalle. Donc, les types de mesures d'échelle. Alors, les types d'échelles, là, on parle d'échelle parce que souvent, ce sont des questionnaires ou des échelles de personnalité qu'on va administrer aux participants. Donc, qu'est-ce qu'une échelle? C'est un index du construit psychologique qu'on envisage mesurer. Souvent, une échelle est constituée de différents énoncés ou des items. Alors, chaque énoncé est un indicateur du construit psychologique. Alors, par exemple, si je mesure l'estime de soi, chaque énoncé représente ou est une composante ou une sous-composante de ce que je comprends être l'estime de soi. On va voir relativement brièvement les différents types d'échelles. Ce n'est pas toutes les échelles qui sont construites de la même manière, et puis ce n'est pas toutes les échelles qui permettent de déclarer ou de conclure les mêmes choses. On va passer à travers les échelles de Thurston et Gottman relativement rapidement, et puis on va s'attarder ensuite avec les échelles de Likert, différenciateur sémantique et puis analogie visuelle.
Alors, la raison pourquoi je parle de la méthode de Thurston est simplement pour vous faire savoir que lorsque Thurston a commencé quand il a conçu cette méthode d'échelle, on croyait qu'on ne pouvait pas mesurer les attitudes. Alors, Thurston, lui, il croyait qu'il y avait une manière de mesurer les attitudes, mais à ce point, à cette date-là, c'était vraiment inconcevable qu'on pouvait mesurer un construit psychologique. Alors, les chercheurs, ils disaient, ouais, mais on ne peut pas mesurer le taux sanguin, on ne peut pas mesurer, tu sais, donne-moi quelque chose de physique ou physiologique pour arriver à mesurer une attitude. Puis, ben, c'est impossible parce que, ou pas c'est impossible, mais c'est très difficile. L'attitude existe dans nos pensées, dans nos opinions, et ainsi de suite. Mais Thurston avait dit, ben, il croyait fortement qu'on pouvait arriver à quantifier, de donner une mesure, de donner une quantité au degré d'attitude. Alors, la raison pourquoi je mentionne Thurston et puis Gottman, c'est simplement pour vous donner une appréciation du travail qu'eux ont fait pour légistifier, puis pour justifier un peu leur idée qu'une attitude peut être mesurée. Donc, vous allez voir que c'est super long, puis il y a très, très peu de... On n'utilise plus cette méthode-ci parce que c'est trop long, mais c'est plus pour une appréciation de la rigueur scientifique que Thurston a utilisée pour développer sa mesure d'attitude. Donc, premièrement, il crée un ensemble d'items. Alors, par exemple, une déclaration sur un objet attitudinal. Alors, lui, il voulait mesurer, je pense, ses attitudes raciales, si je ne me trompe pas. Puis ensuite, là, il a déterminé la valence de chacun des énoncés. Et puis, il les a mis en ordre. Alors, ceux qui avaient une valence raciale très faible versus une valence raciale très forte. Puis ensuite, là, il a fait un nombre d'énoncés avec les requêtes. Puis là, on demande aux participants d'indiquer avec quel énoncé ils sont d'accord ou lesquels, ouais, c'est ça, lesquels des énoncés décrits, ils diraient qu'ils sont d'accord avec ça. Après avoir déterminé la valence des énoncés, il y a des juges qui classent les énoncés selon leur valeur, soit positive ou négative, selon 11 catégories. Ensuite, on élimine les énoncés qui sont classés très différents entre les juges. Alors, essentiellement, on arrive avec des juges qui disent que, ben, moi, je pense que cet énoncé a une valeur, une certaine valeur, puis on s'assure qu'il y a plusieurs autres personnes qui trouvent qu'ils ont plus ou moins la même valeur. Chaque énoncé est donné une médiane de la valeur entre les différents juges. Alors, par exemple, sur l'énoncé, les études universitaires sont inutiles. Il y a les juges qui disent 1, 1, 3, 2, 2. On trouve la médiane qui serait 2 ici. Je ne vais pas vous rappeler ce que la médiane veut dire parce qu'on n'est pas ici en statistique. Peu importe, chaque énoncé est donné une valeur quelconque qui est la médiane selon l'évaluation des différents juges. Puis ensuite, là, on demande aux participants de tous ces énoncés ici, lesquels êtes-vous en accord? Si on est en accord avec cet énoncé-là, on obtient ou on ajoute la valeur médiane de chaque énoncé. Alors, vous voyez comment est-ce que le score médian, par exemple, arrive sur une échelle de Thurston, arrive à chacun des énoncés auxquels on est d'accord, et puis on ajoute la somme de ces sommes-là. Vous voyez comment est-ce que c'est super compliqué. Ça requiert des juges qui évaluent les médianes, blablabla. Là, c'est blablabla. Vous voyez comment est-ce que c'est hyper compliqué. Mais Thurston a convaincu d'autres personnes très intelligentes qu'avec cette méthode, on pouvait arriver à une méthode relativement objective d'une attitude. Alors, si j'avais un score de 11 sur l'échelle raciale, c'est parce que j'étais en accord avec des énoncés qui étaient jugés par d'autres juges externes, objectivement, comme étant à peu près dans ce score-là. Et puis, si quelqu'un d'autre avait un score de 2, bien là, on pouvait juger objectivement que j'avais un plus haut score que l'autre personne. Donc, c'est là où on a commencé à accepter un peu plus l'idée que mais peut-être qu'il y a des manières de quantifier des attitudes, des opinions, des composantes psychologiques un peu floues
Et puis à travers de ça, ben, est né vraiment plusieurs des mesures qui existent à ce jour-ci. Une des mesures qu'on utilise en fait aujourd'hui, qui est relativement rare, mais qui a quand même existé, c'est les attitudes envers les personnes avec le VIH. Alors par exemple, c'est les vrais énoncés avec leur score. Alors si moi je suis d'accord avec l'énoncé People with AIDS are like my parents, j'ai un score de 6. Si je dis que AIDS affect us all, si je suis d'accord avec cet énoncé-là, j'ai un score ben, je rajoute à mon score un 10. Alors j'aurais 16 par exemple. Si on n'est pas d'accord, ça veut dire qu'on n'a pas une attitude favorable. C'est un exemple où plus mon score est élevé, plus j'ai une attitude favorable envers les personnes avec un VIH. Alors vous voyez comment c'est super complexe, c'est vraiment long, mais à cause de son travail, Thurston a permis à plusieurs autres méthodes d'être développées. Et puis, ces méthodes sont beaucoup plus faciles puis beaucoup plus simples. L'avantage de Thurston, c'est que c'est assez objectif. Tout le travail avec les juges, la pondération, ainsi de suite, on peut dire que le pointage affecté à chaque énoncé émane d'un processus qui est relativement objectif. C'est pas juste un chercheur ou deux chercheurs qui marquent sur papier des énoncés puis qui y mettent leur idée. Il y a une évaluation relativement objective de juges indépendants. Les désavantages, c'est clair que c'est très difficile à créer. Il faut créer les énoncés, la catégorisation, c'est très laborieux, ainsi de suite. Et puis, au bout de la ligne, on n'a pas énormément, beaucoup plus de bénéfices que les méthodes qu'on utilise aujourd'hui. Gottman, après la méthode de Thurston, Gottman est venu et a dit, au lieu d'avoir les énoncés aléatoires, pourquoi est-ce qu'on ne les met pas en ordre de puissance ou de qualité? Alors, son adaptation, Gottman a simplement adapté la méthode de Thurston, où c'est le même processus pour créer les énoncés, sauf qu'à la fin, on commence avec l'énoncé qui est le plus faible, puis on augmente en cran ou en intensité les différents énoncés. Puis là, on demande à la personne, mais à quel point arrêtes-tu d'être en accord? Alors, à quel point est-ce que, t'arrêtes d'être en accord ou en désaccord? Puis là, ce score-là, cet énoncé-là représente notre score. Encore là, les avantages, c'est qu'il y a une pondération des juges indépendants, et ainsi de suite, mais encore là, il y a tous les désavantages de Thurston. Aujourd'hui, c'est rare que quelqu'un va développer ce genre de mesures, mais je veux que vous appréciez le travail, le labeur que Thurston et Gottman ont fait pour nous, pour que nous autres, on puisse développer des mesures de Likert et puis des échelles qu'on utilise presque chaque jour. La mesure ou le type de mesure qui est vraiment très commun en psychologie, c'est la méthode de Likert. Vous avez sûrement déjà complété des questionnaires, complété des mesures avec ce type de mesure. C'est une échelle composée de plusieurs énoncés. Alors, des phrases. Et puis, à l'aide d'un spectre de choix de réponse, on doit indiquer notre réponse à chacun des énoncés. Alors, souvent, c'est pas du tout en accord et très fortement en accord. Mais que ce soit une échelle sur 7 points, que ce soit une échelle sur 4 points, sur 3... C'est rare qu'on voit 3 points, mais normalement, c'est 4 points, 5 points et 7 points. Des fois, ça va jusqu'à 9 points, mais vous comprenez que l'échelle Likert est sur une gradation, dépendamment des différents types de choix. La gradation peut soit avoir des mots associés aux chiffres, ou on peut simplement mettre 1, pas du tout en accord, et 7, très fortement en accord. Ici, on voit des mots associés à chaque chiffre. Puis encore là, ça va dépendre de la raison pour laquelle on veut les 7 versus les 5. Et puis, si on veut absolument indiquer une qualité verbale à chacun des chiffres. Le niveau de mesure est ordinal parce que là, je vous rappelle ce qu'on vient de voir au début du cours. Alors, ordinal dans le sens que les intervalles entre chaque catégorie ne sont pas égales. C'est-à-dire que, est-ce que l'intervalle entre très peu en accord et un peu en accord, est-ce qu'on peut dire que cet intervalle de 2 à 3, oubliez le chiffre, là, oubliez parce que 2 à 3 indique très peu en accord à un peu en accord, est-ce que cet intervalle est le même changement que fortement en accord à très fortement en accord? Puis c'est
c'est difficile parce que là, on rentre dans la subjectivité, puis vraiment dans... Mais en général, on pourrait dire que les échelles de Likert sont considérées comme des mesures ordinales, où ce que l'intervalle entre deux, ou en fait, chaque catégorie n'est pas égal. C'est très difficile d'arriver à qualifier des différences entre les intervalles de manière égale. C'est clair que vous dites, oui, mais vous voyez, tu vois les chiffres, là, comme il y a la différence entre 1 puis 2, puis 2 puis 3, c'est 1. Oui, mais 1 puis 2 symbolisent quelque chose psychologiquement. Alors, c'est-à-dire que pas du tout, c'est 1. Et puis 3 veut dire un peu. Si j'enlève les mots, c'est très difficile pour que chaque personne considère la différence entre 1 et 3 de la même manière. Alors, s'il y a un biais, si on dit que chaque participant risque d'interpréter le 1 à 3 ou 1 à 4 ou chaque intervalle différemment, bien là, on pourrait simplement... Là, c'est clair que l'intervalle n'est pas identique. Il est important d'avoir un nombre équivalent d'énoncés formulés à la négative qu'à la positive. Alors, vous allez voir que dans plusieurs échelles, il y a des échelles à l'affirmatif. Alors, pour induire le « je suis en accord ». Et puis, on va simplement détourner ou renverser ou mettre à la négative certains énoncés. Puis la raison pour laquelle on veut une bonne mesure à la négative et à la positive, c'est parce qu'on veut éviter les biais de réponse. Alors, lorsqu'on est toujours à l'affirmatif, on va toujours garder notre main vers la gauche, vers la droite du papier, puis on risque de toujours rester vers les 5-6, 5-6, 5-6. Alors que quand on a une formulation à la négative, mais là, ça nous oblige de bien réfléchir et puis de bien indiquer notre choix de réponse. Les avantages, conceptuer ou de conceptualiser une échelle Likert est relativement facile. On dresse la liste des énoncés. On dit, est-ce que nos choix de réponse sont plus ou moins en accord, beaucoup en accord, ou est-ce que c'est souvent, pas souvent, c'est à nous à choisir la gradation. Et puis, on peut évaluer ses propriétés psychométriques. Désavantage, c'est que souvent, il y a des grands nombres d'énoncés. Alors, pour bien mesurer un phénomène, on doit établir une longue liste ou une assez longue liste des énoncés. Donc, ça prend un peu plus de temps à compléter puisqu'on veut s'assurer qu'on ait tous les énoncés pour représenter le construit. Les échelles Likert sont très, très, très communes en psychologie, puis on le voit différentes un peu partout, puis vraiment presque partout. Un autre type de mesure, encore là, utilisé en psychologie, mais moins commun, c'est une méthode de différenciateur sémantique. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre... c'est essentiellement... Au lieu d'utiliser des mots pour quantifier la qualité des différences, on va simplement mettre sur un continuum soit deux extrêmes ou deux pôles, et puis demander aux participants d'indiquer où ils se situent par rapport à ces deux pôles-là. Alors, par exemple, on peut avoir un différenciateur bipolaire, alors de malheureux, moins 3, neutre, qui serait 0, à heureux, qui serait 3. Alors, le participant indiquerait à quel point il se sent malheureux versus heureux en encerclant ce chiffre-là. Vous voyez que c'est différent de l'échelle de Likert parce qu'ici, il n'y a pas d'énoncé. C'est simplement des adjectifs. Ici, c'est des adjectifs qu'on utilise pour indiquer soit l'affect, l'émotion, un souvenir. On peut utiliser des différents types d'adjectifs. Alors, le différenciateur sémantique peut être bipolaire, comme on voit malheureux ou heureux, mais il peut être aussi unipolaire. Alors, on peut être soit démotivé ou l'absence de motivation et puis motivé. Alors, on indique où on est sur cette échelle de motivation. Vous voyez que dans le unipolaire, j'ai enlevé les chiffres parce qu'on peut encore là indiquer que, est-ce qu'on est à l'absence de motivation ou est-ce qu'on est très motivation? Alors, on n'est pas obligé, nous, de mettre des chiffres pour représenter le continuum dans les échelles qu'on utilise. Un autre type, c'est encore là, probablement encore moins communément utilisé, c'est les méthodes d'analogie visuelle où, encore là, on va utiliser un peu la stratégie de différenciateur sémantique. On va utiliser des adjectifs. Alors, à quel point vous vous sentez heureux versus malheureux, puis on indique aux participants d'indiquer
littéralement avec crayon ou maintenant sur Internet avec un slider, où il se situe sur ce continuum. Lorsqu'on utilise la version papier, on mesure les millimètres ou le centimètre, ou dépendamment de précision de mesure, là où du début à la fin de la petite marque de crayon. La grande raison pour laquelle on utilise la méthode analogie visuelle, soit en papier ou par Internet, c'est parce que c'est très, très difficile de répliquer exactement la même mesure si on te pose la même question plusieurs fois. Alors, si je vous pose peut-être 10 fois au courant de l'étude à quel point est-ce que vous vous sentez heureux versus malheureux, puis je le mets sur une échelle de 1 à 5, il y a des bonnes chances que vous êtes toujours au 4 ou au 3. Si vous êtes toujours au 3. Est-ce que je suis moyennement heureux? Oui. Est-ce que je suis un peu plus heureux? Pas vraiment. Je suis vraiment comme au 3. Mais s'il y avait la possibilité d'avoir un 3.1, 3.2, 3.3, ainsi de suite, là, si on avait une mesure beaucoup plus définie ou beaucoup plus précise, là, peut-être qu'au début, vous auriez commencé à 3, vous auriez peut-être, après certaines manipulations, monté à 3.4, puis ensuite, là, vous auriez peut-être redescendu à 3.2 ou quelque chose comme ça. Alors, la méthode analogie visuelle permet une mesure beaucoup plus précise d'un phénomène. Et puis, c'est souvent où c'est le plus communément utilisé lorsqu'on repose la même question à plusieurs reprises, puis on veut éviter que la réponse à chaque reprise soit identique. Les limites des échelles. Alors, oui, c'est souvent utilisé en psychologie, mais les échelles ont d'importantes limites. Puis, c'est pas parce qu'ils ont des limites qu'on ne devrait pas les utiliser. C'est simplement qu'on doit comprendre et apprécier ces limites. Premièrement, les participants peuvent avoir de la difficulté à comprendre les énoncés. Si on utilise un langage complexe, il faut s'assurer que le participant, la participante comprennent l'énoncé. Souvent, les questionnaires sont trop longs. Plus longtemps, plus on est fatigué, plus on va marquer n'importe quoi, plus on va peut-être faire des erreurs ou plus ça augmente l'erreur de mesure. Est-ce que les réponses sont sérieuses? Alors, est-ce qu'on peut se fier, puis est-ce qu'on peut croire que les personnes ont répondu réellement, sérieusement? Est-ce qu'ils ont vraiment réfléchi ou est-ce qu'ils marquent n'importe quoi pour simplement aller chercher leurs 10$ ou leur compensation? C'est difficile de savoir, mais c'est un biais ou c'est une limite des échelles. Certains participants manquent d'introspection et puis leurs réponses sont, disons, relativement aléatoires ou sont ancrées dans un manque de réalité. Alors, c'est possible. Certaines personnes, quand on leur pose des questions, en général, crois-tu que tu es une personne généreuse et patiente? Ils ne réalisent pas comment peut-être que leur comportement est pas patient et puis ils ne sont pas généreux. Mais ils remarquent quelque chose. Alors, c'est quand même quelque chose, c'est quand même une réalité. Et puis, une composante aussi, c'est la désirabilité sociale. Alors, la désirabilité sociale consiste en donner la réponse qui est socialement désirable. Alors, on va émettre la réponse qu'on pense que le chercheur souhaite avoir ou qu'on pense que la société souhaite voir ou qu'on veut paraître bien aux autres. Alors, par exemple, si je mesure les attitudes racistes envers les immigrants, et bien là, ça se peut fort bien que les participants disent ben non, je ne suis pas raciste, et puis ils marquent leur réponse moins raciste ou moins négative qu'ils le sont vraiment parce qu'ils ont peur, ils ne veulent pas dévoiler leur vraie attitude aux chercheurs ou ils pensent que c'est ça ce qu'on devrait faire. Mais dans le fin fond d'eux autres, peut-être que leurs attitudes sont plus négatives qu'ils l'ont marqué sur le questionnaire. Donc, les limites des questionnaires, ça existe. C'est difficile. On veut pas... les avantages des échelles sont clairement au-delà des désavantages, mais c'est quand même important de comprendre comment les limites des échelles s'appliquent à la recherche. Il y a d'autres types de mesures qui sont utilisées, mais moins communément utilisées. Il y a les entrevues, les protocoles à voix haute, les techniques projectives et puis les mesures implicites. Alors, les entrevues,
on peut avoir soit des entrevues structurées où on a un protocole très prédéfini. Vous avez sûrement eu un appel d'une agence de téléphone ou de marketing vous posant des questions déjà prédéfinies. On peut avoir des entrevues non structurées. Alors là, c'est vraiment libre où on souhaite aborder les sujets que le participant, la participante souhaite aborder. Donc, on peut... on n'a pas de questions qui sont nécessairement prédéterminées. Puis ensuite, là, il y a un entre-deux. Alors, on peut avoir des entrevues semi-structurées où on a une série de questions déjà prédéterminées, mais on laisse aussi la chance pour des thèmes libres. Les protocoles à voix haute, c'est un autre type de mesure où où l'analyse, où on s'attarde davantage sur l'analyse du contenu, souvent avec l'aide d'une grille de codification. Ça demande beaucoup de travail, c'est un processus qui est assez long. Et puis, essentiellement, on souhaite rentrer dans la pensée de l'autre. Donc, c'est un processus d'introspection qui est difficile à évaluer. Cette méthode est souvent utilisée dans le cadre d'études préliminaires pour pour comprendre un peu ce qui se passe dans la tête des personnes ou pour comprendre les pensées avant de concevoir une échelle sur le concept ou avant d'entamer quelque chose d'un peu plus précis. Alors, par exemple, si je m'intéresse aux relations hommes-femmes au travail, mais puis je pourrais me demander, mais qu'est-ce qui se passe ici? Puis là, à travers de ces pensées-là, je pourrais voir, mais regarde, les participants établissent ce thème, puis en cela, moi, je pourrais établir des énoncés pour mon échelle selon les thèmes qui ont été établis. Je pourrais aussi utiliser un différenciateur sémantique pour voir, monsieur, là, que vous voyez à l'écran, est-ce qu'il est malheureux, heureux, décontracté, et ainsi de suite. Alors, vous voyez comment est-ce que je peux utiliser une partie quantitative avec un différenciateur sémantique et une entrevue et un protocole à voix haute pour voir, mais explique-moi comment les choses fonctionnent pour toi dans ta tête. Une fois que j'ai ces différents thèmes-là, là, je peux me tourner de bord et puis peut-être créer une échelle qui évalue les sentiments d'autorité entre les hommes et les femmes dans un contexte de travail. Il y a les techniques projectives qui consistent d'évaluer des états psychologiques internes. Vous avez sûrement vu les tests de Rorschach. Alors ici, on demande aux participants de raconter quelque chose. On l'utilise dans différents contextes. Et puis là, on fait de quoi avec ce protocole à voix haute ou avec ses réponses. Là, on rentre dans... ça dépend vraiment de ce qu'on cherche, qu'on souhaite établir, et ainsi de suite. C'est un exemple assez populaire de ce test de projection. L'idée, c'est qu'on interprète le visuel avec quelque chose qui réside en nous. Alors, on projette soit notre affect, nos émotions, nos pensées, notre rationnel sur quelque chose qui est relativement, qui est très arbitraire ou très aléatoire. Alors là, on pense, puis on assume que la projection, l'interprétation de cet objet ou de cette image qui est totalement arbitraire, la réponse émane de quelque chose qui est peut-être sous-jacent à nos pensées et nos émotions. Depuis la venue des ordinateurs, on utilise vraiment beaucoup les mesures implicites. Alors, les mesures de temps de réaction, les mesures, plusieurs différents types, pour mesurer les réflexes de pensée. Alors, moi, j'utilise beaucoup ce genre de mesures dans mon laboratoire. Et puis, les mesures implicites, c'est essentiellement une mesure des réactions qui sont conditionnées à des stimuli. Alors, ces réflexes de pensée, ces réactions conditionnées sont très difficiles à contrôler. Donc, c'est un peu une manière pour moi d'aller voir un peu comment vous ressentez vraiment ou quelle est votre réaction de réflexe par rapport à tel et tel stimuli. Souvent, la mesure où le phénomène est hors de notre champ de pensée ou hors de notre champ de conscience. Alors, les choses se passent si rapidement qu'on n'est même pas au courant de ce qui se passe et puis on ne peut pas le contrôler. Vous avez peut-être entendu du test d'association implicite ou le Implicit Association Task qui est sorti dans les années 90 qui mesure le racisme implicite. Alors, les deux auteurs, une à Harvard puis Washington University, ont montré que malgré le fait que les attitudes racistes
les attitudes racistes explicites aux États-Unis ont diminué depuis les années 90. Les attitudes implicites, en fait, ont augmenté. Alors, c'est plus cool, c'est plus correct de dire, de dévoiler nos attitudes racistes, malgré le fait que maintenant, c'est peut-être un peu différent parce que là, avec la nouvelle présidence aux États, le contexte social est encore là différent. Peu importe, on a le concept ou l'idée fondamentale, c'est qu'on a des réflexes automatiques qui se passent sans notre contrôle et puis ça émane de notre socialisation. Et puis, c'est possible de les mesurer. Vous avez peut-être aussi entendu ou vu au cégep le test de Stroop. Alors, si je vous demande, par exemple, de lire ou de nommer la couleur des mots que vous voyez à l'écran, vous allez voir rouge, bleu, jaune, vert, ainsi de suite. Mais là, ce que je peux faire, c'est que je peux changer les mots de couleur et puis là, vous demandez, mais là, nommez encore la couleur des mots. Alors là, je dirais bleu, rouge, vert, je ne peux pas le faire, c'est trop difficile. Alors, ce qui se passe, c'est que je lis automatiquement R-O-U-G-E. Le concept de rouge apparaît ou flash dans ma tête, mais là, je dois lire ou je dois répondre avec la couleur bleue. Alors, ça crée un court-circuit. Et puis, c'est justement cet automatisme qu'on va chercher avec le Stroop classique. Le Stroop classique mesure l'interférence. Alors, comment est-ce que les lettres qu'on voit interfèrent avec la production de la couleur? Alors, nous autres, ce qu'on a fait, en fait, dans notre laboratoire, c'est qu'on a adapté cette tâche pour ainsi mesurer à quel point les informations sociales, telles que l'exclusion, le fait d'être rejeté, ignoré, interfèrent avec, justement, la production du mot. Le principe étant que les personnes avec une basse estime de soi auraient plus de difficultés à gérer l'information, à traiter l'information d'exclusion sociale, puisque c'est une menace pour eux, et puis prendraient plus longtemps à nommer la couleur. Pourquoi? Mais parce qu'il y a plus de court-circuit pour eux. Alors, par exemple, quelqu'un avec une basse estime de soi serait là à dire bleu, jaune, vert, rouge, bleu, rouge, ainsi de suite, alors que quelqu'un avec une haute estime de soi pourrait passer à travers de la liste de mots puisque les mots veulent presque rien dire pour eux. Alors, c'est une adaptation où on mesure le temps de réaction, la vitesse à laquelle les personnes peuvent nommer la couleur. Ça représente un processus automatique qui se passe à l'implicite ou un réflexe de pensée automatique. Donc, avec ça, ça met un terme aux méthodes de mesure quantitatives, avec les types de mesures, avec les niveaux de mesure, avec les types de mesures. Dans votre travail, regardez premièrement à voir c'est quoi le niveau de mesure qu'on va utiliser. Puis c'est quoi le type de mesure? Et puis, identifier un peu, voir à quel point qu'est-ce que je peux faire? Quel genre de comparaison est-ce que je peux faire avec mes groupes, avec mes catégories? Puis, allez voir comment est construite la mesure que vous avez choisie pour votre variable indépendante et votre variable dépendante. Sur ce, à la prochaine.